Salut et bienvenue dans le premier numéro de Première l'émission. Nous voilà au Grand Rex, la plus grande salle de cinéma au monde, où on va ensemble décortiquer toute l'actualité ciné et séries, les sorties, les personnalités marquantes et tout ce qui fait le buzz. Gros sommaire pour cette première émission, la rédaction du magazine Première nous donnera ses 3 coups de cœur à aller voir d'urgence sur grand écran. Il y a quelques jours, nous étions sur le tapis rouge de la cérémonie Les Éclats qui met en lumière les talents les plus prometteurs des séries télé de l'année. Anatomie d'un buzz avec Anatomie d'une chute, le film de Justine Triet qui réalise jusque-là un parcours incroyable et impeccable sur le sol américain. On se met à rêver à remporter un ou plusieurs Oscars l'année prochaine. À l'occasion de la sortie du film Maestro, réalisé et interprété par Bradley Cooper, on se penchera sur la carrière de ce nouveau roi d'Hollywood. Et puisqu'on parle de roi, parlons du King Elvis Presley, plutôt de sa femme Priscilla. C'est le nouveau film de Sofia Coppola que nous avons eu le privilège de rencontrer il y a quelques jours à Paris. Et on terminera avec le top 5 des films et des séries les plus attendus par la rédaction du magazine Première. Des stars, des coulisses, des critiques, un peu de popcorn aussi. C'est le premier numéro de Première l'émission, produit par la chaîne Trailers, disponible gratuitement sur vos Smart TV. Alors on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec le rédacteur en chef du magazine Première, Thierry Chess. Comment ça va Thierry? Ça va très bien et toi? Très bien, d'autant qu'avec toi, on va voyager. On commence par une virée au Japon et Hirokazu Koreeda, le réalisateur qui a été palmé en 2018 pour son film Une affaire de famille. On se rappelle de son autre long métrage en France, La Vérité, puis en Corée, Les Bonnes Étoiles. Il revient aujourd'hui dans son pays d'origine avec une récompense, le prix du scénario au dernier festival de Cannes. Et vous l'avez élu ce film, L'Innocence, film du mois à la rédaction. Oui, le prix du meilleur scénario, c'est extrêmement intéressant parce que c'est vraiment la base de ce film. Ça commence dans une école avec un jeune garçon, on comprend, ou on croit comprendre, qui subit un harcèlement. Sa mère le comprend et surtout pense que ça vient de son professeur. Et elle va mener son enquête. Et puis, on va avoir le même récit, mais du point de vue du professeur, et puis d'un point de vue du meilleur ami de ce jeune garçon. Et à partir de là, c'est la question des vérités alternatives qui va se poser. Alors ce réalisateur continue de tracer son sillon, sa thématique de prédilection, c'est l'enfance. Mais qu'est-ce qui fait la singularité de ce film? Habituellement, le cinéma de Koreeda est très enveloppant. On est vraiment avec l'enfant. Là, on s'aperçoit que l'enfant peut mentir. Et à partir de là, c'est une construction. Il y a un film qui était Rashomon de Kurosawa qui était ce principe-là, qui est, ok, la vérité est là, mais si je déplace le regard, la vérité va être différente. Est-ce que l'enfant ment? Il y a vérité. Et s'il ment, pourquoi il ment? Et tout cela crée un regard à la fois pertinent sur l'enfance et pertinent sur la société d'aujourd'hui où finalement une vérité est dite et lorsque on va dire bah non c'est faux, ça prendra moins de place. Et c'est tout ce que ce film raconte. Donc l'enfance là est un point de départ pour raconter un point de vue sociétal tout en construisant ça comme un vrai thriller, se dire mais qui au bout du compte dit vrai, dit faux. Deuxième film plébiscité par la rédaction du magazine Première, c'est Moi Capitaine. C'est le nouveau long métrage de Matteo Garonne, plus connu pour son film sur la mafia, Gomorrah, ou aussi pour son adaptation de Pinocchio. Là, il va quitter son Italie natale pour suivre le destin, l'itinéraire d'un jeune homme, un jeune migrant à travers le continent africain. Habituellement, quand il y a des films qui parlent de migrants, on raconte la fin du voyage, c'est-à-dire la dernière partie en Europe. Là, on prend donc un jeune Sénégalais et son cousin qui ont des envies, vraiment d'ailleurs. Tout le monde leur dit il ne faut pas partir, mais eux ils partent. Et ça va être toute l'aventure avant même de franchir la Méditerranée que va raconter Matteo Garonne, qui est donc sur un terrain qu'a priori, il ne connaît pas. Et maintenant, on va changer de registre avec un film d'animation, Migration. Ce film d'animation signé Benjamin Renner, à qui l'on doit le célèbre dessin animé Ernest et Célestine. Film produit par le studio Illumination, à qui on doit la saga Moi, Moche et Méchant. Les Mignons, évidemment, vous connaissez, ou encore le super carton Super Mario. Migration, ça raconte le voyage d'une famille de Colvert partie de la Nouvelle-Angleterre, direction la Jamaïque. Ça, c'est un bonheur. C'est un bonheur pour toute la famille. Comme dans les meilleurs Pixar, en fait, chacun va y avoir une porte d'entrée. En effet, il y a cette famille du canard Colvert, et déjà le point de départ intéressant, puisque lorsque les enfants veulent partir, c'est la mère qui dit « il faut y aller », et c'est le père qui dit « non, il ne faut surtout pas bouger », et puis ils vont y aller. Et ce voyage vers la Jamaïque les entraînera notamment à New York,
Évidemment, c'est une ode au allons-y, au lâcher-prise et à la prise en jeu, mais réalisé par un Français à l'intérieur d'un studio américain. On pouvait craindre qu'on prenne le nom de Benjamin Renner. Ernest et Célestine, c'est toute la finesse des traits. C'est de la poésie. Oui, et on se dit, mais comment est-ce que ça va se marier avec quelque chose de plus industriel? Eh bien, il y a chez Benjamin Renner une fantaisie qui fait que ça se marie totalement. Moi, j'ai été complètement conquis. J'avais 5 ans en voyant le film. Merci beaucoup Thierry Chess pour toutes ces recommandations, les critiques, des films en salle. Vous les retrouvez évidemment dans les magazines Première. Alors, notamment celui-ci, voilà, avec Gilles Lelouch en couverture pour le film Soudain Seul, mais puisque c'est Noël, je ne suis pas venu qu'avec un seul magazine, mais avec les trois en un. Celui-ci, qui est le Première Classics, avec un focus sur Seven, et puis le hors-série consacré à Disney, 100 ans de Disney, avec c'est les fêtes. Tout ce que vous avez voulu savoir sur les films que vous connaissez moins, les petites pépites Disney et grandes, c'est dans ce numéro-là. J'ai trouvé mieux que le Père Noël, c'est Thierry Chess. Ouais. Sans barbe. Le 13 décembre dernier se déroulait à Paris à la Gaîté Lyrique la remise de trophée Les Éclats. Vous connaissez le festival Sérimania? Si Sérimania, le plus grand festival au monde consacré aux séries, et bien désormais, Sérimania a son prix Révélation, qui met en lumière les talents les plus prometteurs des séries télé de l'année dans les catégories réalisation, scénario, actrices et acteurs. Et évidemment, première l'émission, c'est glissé sur le tapis rouge. S'il fallait encore prouver le savoir-faire de la France en matière de séries télé, les Éclats ont apporté une réponse claire. Le petit écran n'a pas l'intention de s'éteindre. Le 13 décembre, à la Gaîté Lyrique, toute l'industrie était réunie pour célébrer les révélations françaises qui ont marqué l'année. Je trouve ça vraiment une initiative géniale de célébrer les jeunes talents. On a besoin aussi d'avoir des prix pour les séries. C'est pas que je sois une férue de compétition, mais c'est vraiment important d'avoir quelques événements qui nous rassemblent et qui nous permettent de nous célébrer, sachant qu'on n'a pas encore nos Césars de la série et que j'espère qu'un jour ça arrivera. Au cours de la soirée, 4 étoiles montantes ont reçu leurs éclats, la fameuse récompense de la cérémonie. Et personne ne semblait vraiment savoir à quoi ressemblait le trophée. Non, aucune idée. On va le découvrir. Non, je sais pas. On verra. Surprise. Comme un truc transparent, je pense, non? Un prisme. C'est ça. Qui laisse passer la lumière. Moi, je l'imagine en tout cas dans la tête comme une espèce d'étoile qui éclate. Un éclat. Un pétard solidifié. C'est un bout du même tout en fait. C'est un truc global et c'est trop spirituel. C'est un bout du même tout. Mais moi je me dis que c'était un peu l'an dernier, il y a eu des prix un peu équivalents et c'était, je me demande si c'était pas le M de Sérimania ou un truc comme ça. Voilà. Donc voilà, je vous donne un dans petit quelques indice. minutes. La cérémonie a d'abord récompensé le scénariste Charlie Delvart pour Sous contrôle, la série politique d'Arte avec Léa Drucker en ministre des Affaires étrangères. Et on a enfin découvert à quoi ressemblait un éclat. Bel objet, comme ça, magnifique. Taille pratique, et voilà. Quelques minutes après, c'est Mohamed Chaban et Théo Jourdain qui sont montés sur scène pour se partager le prix de la meilleure réalisation pour Russ, la première série musicale française qui parle de la banlieue sans cliché ni tabou. Après tout ce temps, tout ce travail, tous ces efforts, c'est incroyable de recevoir un coup, on est trop fiers. Et, ça faisait 2 ans que la série elle était sortie, on n'y pensait même plus. Et, c'est une belle consécration. Il est chaloupé, il est costaud, tout comme nous. Du côté des acteurs et des actrices, c'est Sofiane Kames qui a remporté l'éclat de la révélation masculine après avoir crevé l'écran avec son rôle de flic dans la série BRI. Vraiment surpris parce que je pensais, tu vois, rester sur mon siège. Mais voilà, agréablement surpris, on va dire. Mais après, c'est toujours délicat parce que, bon, on fait une série avec tout le monde. C'est énormément de gens qui travaillent sur la série, énormément les scénaristes, le réalisateur, les producteurs et les autres acteurs qui ont fourni un travail vraiment énorme. Et pour clore cette remise de prix, c'est Megan Northam qui a décroché le prix de la révélation féminine pour le rôle de Mia et le cri engagé qu'elle pose dans Salade grecque, la série de Cédric Clapiche. Cool. Yeah. Une victoire qui l'a particulièrement émue. Pardon, c'est pas le prix tant, mais c'est juste que Cédric qui nous a permis de parler et on a eu une grande liberté pour s'exprimer. Et je trouve que, en tout cas, en tant que jeune femme, je trouve ça bien de pouvoir s'exprimer et de parler. On n'a pas tout le temps la place, je trouve. Il faudra attendre le 15 mars 2024 pour retrouver la nouvelle édition du festival Sérimania, toujours soucieux de faire rayonner le monde des séries, plus prolifique que jamais.
Le 27 mai dernier, Justine Triet triomphait à Cannes en remportant la Palme d'Or pour son 4e long métrage Anatomie d'une chute. La critique avait massivement adoré, le bouche à oreille était enthousiaste. Résultat, plus d'1 200 000 spectatrices et spectateurs, une véritable prouesse pour un film d'auteur de plus de 2h30. Mais la France n'est pas le seul pays à avoir succombé. Anatomy of a Fall collectionne les prix en dehors de nos frontières et notamment sur le sol américain. De quoi rêver à un ou plusieurs Oscars, mais chut, Anatomie d'un buzz. Jusqu'où ira Anatomie d'une chute? Dopé par son sacre à Cannes et un discours polémique qui a fait couler beaucoup d'encre, le film a réalisé un démarrage écrasant et s'est rapidement hissé en haut du box-office. Centré sur le procès d'une écrivaine accusée du meurtre de son époux, le film a séduit la critique mondiale au point de s'inviter dans la course aux Oscars qui a démarré il y a quelques semaines. Avant les Oscars, qui auront lieu le 11 mars prochain à Los Angeles, une série de cérémonies de remise de prix américaines et internationales donne généralement le ton. Au gré des victoires, les pronostics évoluent et déterminent quels films auront une chance d'être nommés aux Oscars et de remporter peut-être la statuette tant convoitée. À ce petit jeu, Anatomie d'une chute s'est positionné comme un sérieux outsider dans les catégories les plus importantes. Son distributeur américain Neon y croit fort. Il a lancé dès la fin de l'été sa campagne pour l'Oscar du meilleur film, l'Oscar de la meilleure actrice avec Sandra Hüller et celui du meilleur scénario original pour Justine Triet et Arthur Harari. Anatomie d'une chute a déjà reçu 5 fois le prix du meilleur film international, mais il ne pourra pas concourir dans cette catégorie aux Oscars. Le comité, chargé de choisir le candidat français, lui a préféré La Passion de Dodin Bouffant de Tran Anung, récompensé à Cannes par le prix de la mise en scène. Aux grandes dames des fans du film et de son actrice principale Sandra Hüller, qui s'en est émue lors des European Film Awards à Berlin, où Anatomie d'une chute a fait un triomphe, repartant avec 6 récompenses. Ces derniers jours, les Golden Globes, étape décisive dans cette saison des Oscars, ont confirmé l'incroyable cote d'Anatomie d'une chute dans cette compétition féroce. Le film sera en lice pour 4 prix et ne s'arrête pas là. Il a aussi été nommé dans 3 catégories aux Critics' Choice Awards, organisés par l'Association des critiques d'Amérique du Nord. Un plébiscite qu'on n'avait plus vu pour un film français depuis The Artist, il y a 12 ans. Et le film de Michel Hazanavicius avait raflé 5 Oscars en 2011, dont ceux du meilleur film, du meilleur réalisateur et du meilleur acteur pour Jean Dujardin. Avec Barbie, Oppenheimer, Pauvre créature ou encore Killers of the Flower Moon, la concurrence s'annonce rude pour Anatomie d'une chute. Mais le film de Justine Triet a toutes ses chances de décrocher plusieurs nominations aux Oscars qui seront dévoilées le 23 janvier. Et d'après les prédictions de la presse hollywoodienne, il pourrait s'imposer dans au moins 2 catégories, la meilleure actrice et le meilleur scénario original. Résultat des courses, le 11 mars 2024. C'est le film événement de cette fin d'année, Maestro, le biopic phénoménal consacré au légendaire chef d'orchestre Leonard Bernstein. C'est aussi le second long métrage réalisé et incarné par Bradley Cooper, tombé il y a quelques jours sur Netflix et pressenti pour rafler pas mal d'Oscars en mars prochain. C'était l'occasion idéale pour Première l'émission de tirer le portrait de cet acteur-réalisateur au parcours sans faute. Du BG rigolo de Very Bad Trip au cinéaste majeur d'Hollywood, on a mis Bradley Cooper en coupe. Il fait de la comédie, il fait aussi du drame et il peut certainement faire tout ce à quoi vous pouvez penser. I would do anything. Bradley has proven he's one of the most versatile, funny, and yet dramatic actors of his generation. He's brilliant. He's a genius. The truth is, I've been lucky to work with a lot of guys who've been collaborative. Bradley Cooper was born January 5th, 1975 in Philadelphia, Pennsylvania. His father, Charles, was a stockbroker with Merrill Lynch, and his mother, Lynette, worked for an NBC television station. Bradley is not only sexy, he's really funny, shown by the fact that he won Sexiest Man of the Year by People magazine, the same time that he was nominated for Favorite Comedic Actor by the People's Choice Awards. After high school, he went to Georgetown University. He got a bachelor's degree in English, but by this time he knew that he really wanted to pursue acting. So he got into the actor's studio and got a master's degree from there. While he's still in school, Bradley started his professional career playing opposite Sarah Jessica Parker in Sex and the City. Elephant Man a marqué la vie de Bradley. Il le regardait avec son père, puis a joué cette pièce quand il était étudiant. Et encore plus tard, en 2014 à Broadway, où il a été nommé pour un Tony Award pour son rôle.
Bradley's film debut was in the summer camp comedy Wet Hot American Summer, which did not do very good at the box office but became a cult classic. In March of 2017, Bradley became a father for the first time. His girlfriend, the Russian model Irina Shayk, had a daughter. They named her Leah, and don't expect to see a lot of pictures of Leah out there in the magazines because the couple do their best to shield their baby from the public. Undoubtedly, Bradley's breakthrough role was in 2009's The Hangover, which spawned sequels in 2011 and 2013. It remains one of the highest-grossing R-rated films ever made. The Hangover 2 made over $580 million worldwide, and one critic wrote that he was blessed with good looks and even better timing. Bradley had a string of successes in 2012, 13, and 14 with first Silver Linings Playbook, then American Hustle, and then American Sniper. And he got Oscar nominations for all three of those movies. Silver Linings Playbook was a critical and a box office smash. Everybody saw how passionate he was about doing this and giving everything he could and trying it every way he could. This period marked a real career shift for Bradley, where he went from being just sort of a respected, box office opening leading actor to an actor with serious acting chops. Bradley travaille de nouveau avec le réalisateur David Russell dans American Bluff, pour lequel il a reçu plusieurs nominations comme meilleur acteur dans un second rôle. En 2014, il se met également au doublage, en prêtant sa voix au personnage de Rocket dans Les Gardiens de la Galaxie. Il lui redonnera vie en 2016 et en 2023 pour les deux suites. It's real! Toujours en 2014, Bradley Cooper joue dans American Sniper le rôle de Chris Kyle, qui a été un véritable défi pour lui. Pour interpréter ce personnage, il a dû subir un changement physique important. Avec ce film, il a été nommé pour l'Oscar du meilleur acteur dans un rôle principal. Bradley s'est engagé dans plusieurs causes, surtout après la perte de son père. He's been active with the Alzheimer's Association. And another cause that's important to him is called Got Your Six, which is an organization that ensures that military people are well represented in popular culture. In 2018, Bradley's moving into production as a director on the remake of A Star is Born with Lady Gaga. For the musical numbers in A Star is Born, they were all recorded live as they were happening. They weren't singing to playback. Cet artiste charismatique, généreux et aux multiples talents a déjà prouvé qu'il pouvait jouer, danser, chanter et maintenant produire et réaliser des films de manière remarquable. Derrière et devant la caméra de Maestro, tournée pour Netflix, Bradley Cooper fait désormais partie de ceux qui comptent à Hollywood. Et il ne fait aucun doute qu'il continuera à tourner de merveilleuses œuvres. Pour son 8e long métrage, Sofia Coppola poursuit sa série de portraits de femmes rebelles emprisonnées dans des cages dorées. On se rappelle de Virgin Suicide, il y a eu Marie-Antoinette ou encore Somewhere. Cette fois-ci, elle se met au service de Priscilla Presley, l'épouse d'Elvis Presley. C'est la description de l'envers du décor, ou plutôt de l'enfer du décor. Nous sommes à Graceland. Elvis y a enfermé Priscilla. Elle va tomber peu à peu dans l'addiction aux somnifères. C'est un grand film sur l'emprise. Elle joue aux côtés de Jacob Elordi. C'est la révélation de la série Euphoria. C'est aussi le premier grand rôle pour Cailee Spaeny, qui a remporté le prix d'interprétation à la Mostra de Venise. Première, l'émission a eu l'honneur de rencontrer la reine Sofia Coppola il y a quelques jours. Elle nous raconte les coulisses d'un des premiers événements cinématographiques de l'année 2024. Qu'est-ce qui a déclenché chez vous l'envie de consacrer un film à Priscilla Presley? Yeah, I had her book and I just had it kind of for fun, and then as I was reading it, I was so surprised by her story and how little anyone knows about her, and she's such a famous figure as the wife of Elvis, but we know so little about her experience. So I thought her story was really fascinating and unique, and something I've never seen before, but also very relatable on a human aspect. Comment a réagi Priscilla Presley quand vous lui avez dit votre désir de faire un film sur sa vie? I asked her if she would let me make a film of her book, and then she let me know that she would let me do it, and she really trusted me because of my work, and she liked my films, and I think she knew that I would treat it with sensitivity. And so then I just sat down with her and started asking her questions and asking her more detail about her story, and everything in the film is from her book or something she told me about. And yeah, I just set about how to, make her story into a film.
Voyez-vous aussi Priscilla comme un film qui traite de l'emprise d'un homme sur une jeune femme? Et auriez-vous raconté cette histoire différemment avant MeToo? I think when her book came out in the 80s, people challenged her and they didn't really pay attention to it. And I think now looking at in this era, I think we're more open to hearing her story. I think it's important to hear her experience, and of course there's a lot of relationships with power imbalance, or an older powerful man and younger women, and that's still going on, and just looking at that dynamic. Après Kirsten Dunst ou Elle Fanning, vous révélez ici Cailee Spaeny. Elle dit qu'elle avait déjà auditionné pour vous, c'est vrai? A few years ago, I was working on another project, and my casting people, she was someone that they were paying attention to as a talented young actress, and they showed me her tape, and I said, oh, she looks too young, way too young, but she's in her 20s, but she has a baby face. So then when we were working on this, they said, you should meet Cailee, and I thought, oh, that's perfect, because she could really play 14 to 29, and I couldn't think of how one actress was going to play such a big time difference, especially that age of being a kid. Yeah, so I just thought she was really impressive how she was able to do that so subtly, and I loved working with her. Qu'est-ce qui vous a épaté chez Cailee Spaeny sur le plateau? We just had a similar sensibility and approach, and she's thoughtful and thinking of making it real and naturalistic and human. She never complained, and she was having to run around changing her wigs for hours, and it was a difficult shoot, but she was very connected with the internal emotions of the character. Avez-vous ressenti une responsabilité particulière à faire un film sur une personne encore en vie, comme Priscilla Presley? I wanted to make something that she felt good about, that represented her story. So it was the first time I had to think not only about what I wanted to express, but also how I was representing her, and how to balance that. And so she went through the script with me, and then, but she was very kind. She didn't want to come to the set because she wanted to give us the space to make our film. But then I showed it to her when it was, close to being finished, and that was really a scary moment for me, and she, showing this really personal side of her life. And she was very moved and told me that was her life, and she was really impressed that Cailee was able to express what she was feeling. So that was really gratifying. Raconter l'histoire de Priscilla, c'est aussi évidemment raconter l'histoire de Elvis Presley. Pourquoi avoir fait appel à Jacob Elordi pour les carnets? Yeah, that was also really difficult. How no one looks like Elvis. Like, how do you do that? And but my friend told me to look at Jacob Elordi, and when I met him, he doesn't necessarily look like Elvis, but he has a lot of the qualities. He's very charismatic and charming, and I saw that he could be lovable, and he has a lot of appeal. And also he has a sensitivity, and I wanted to show the Elvis that Priscilla first talks about when she first met him, that he was really vulnerable, and his mother just died, and he was talking about his dreams, and so it was important that I convey the private, sensitive side, and I thought that Jacob could do both. Et pour finir cette première émission, voici les 5 films et séries les plus attendus par la rédaction. Emma Stone en Miss Frankenstein, un bain de sang sur fond d'arnaque à la taxe carbone, une famille de catcheurs menée par Zac Efron, la rencontre au sommet entre Julianne Moore et Nathalie Portman, ou encore la vie héroïque des pilotes de chasse durant la Seconde Guerre mondiale. C'est le top 5 de Première l'émission. Pauvre créature, le 17 janvier. Avec cette comédie noire, Yorgos Lanthimos signe un grand film sur l'empowerment féminin. Comme une relecture de Frankenstein, il invite Emma Stone à explorer la condition de la femme dans une fresque gothique et bariolée. Attendue de pied ferme aux Oscars, l'actrice pourrait bien décrocher la récompense ultime après avoir vampirisé la Mostra de Venise. Il faudra attendre le 17 janvier pour découvrir cet ovni féministe et ses savants fous. May December, le 24 janvier. Dans son nouveau drame, Todd Haynes confronte une grande actrice hollywoodienne à son personnage qu'elle rencontre pour les besoins de son prochain film. Nathalie Portman et Julianne Moore se présentent alors façon miroir, reflétant leurs similitudes et leurs différences qui s'évaporent peu à peu. Après avoir été présenté à Cannes cette année, ce face-à-face déroutant sort enfin dans nos salles le 24 janvier. I am naive. I always have been. Il a dirigé James Bond et lancé True Detective. Cary Fukunaga rempile pour Master of the Air, une mini-série sur les forces aériennes de l'armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale.
Dans la lignée de Band of Brothers et The Pacific, les jeunes pilotes promettent une bataille musclée contre les nazis au-dessus des nuages. Décollage imminent, le 26 janvier plus précisément, sur Apple TV+. We won't go without a fight. Si vous n'avez jamais entendu parler des Von Erich, ne lisez pas leur fiche sur Wikipédia avant d'aller voir The Iron Claw. Ne vous laissez pas avoir par l'argument très vendeur du scénario tiré d'une histoire vraie, car ce qui compte réellement ici, c'est plutôt la façon dont Shane Durkin s'empare de leur vie pour écrire une chronique déchirante de la masculinité en Amérique, des injonctions mortifères à la virilité. Porté par Zac Efron et Jeremy Allen White, le film déroule le tapis rouge aux catcheurs dès le 24 janvier. I just love being out there with you guys. It's the only thing that matters to me. Pour ceux qui n'ont rien suivi, voici une séance de rattrapage. Dans la première saison d'Argent et de Sang, Xavier Giannoli a posé les pièces sur son échiquier pour décortiquer l'affaire sur l'arnaque à la taxe carbone. Maintenant que les jeux sont faits, il promet un véritable bain de sang pour la suite. Dans les 6 prochains épisodes, attendus pour janvier, Vincent Lindon va continuer à jouer dans cette partie qui le dépasse et clore l'enquête de l'une des plus grandes escroqueries de l'histoire. Elles sont où ces preuves? Pourquoi on les a pas? Parce que je suis tout seul. Je suis tout seul. C'était Première l'émission ici au Grand Rex depuis la plus grande salle de cinéma au monde. Merci de nous avoir suivis pour encore plus de news, de critiques, de trailers. Vous êtes au bon endroit. Nous on se retrouve très très vite. D'ici là, prenez soin de vous et aussi une place de ciné. Ouais, parce que ça peut être cool. Salut!